Donc de retour pour ce post-ASCO 2025 et nous allons parler de l'essentiel évidemment, puisque nous allons parler des tumeurs génito-urinaires. J'ai le plaisir d'être avec Natacha Naoun et avec Ronan Flippo. On va commencer peut-être avec toi Natacha pour parler du cancer de la prostate et on parlera ensuite du cancer du rein et du cancer de la vessie. Donc, bonjour à tous. Pour commencer sur le cancer de la prostate, une phase 3 pour les cancers de prostate métastatiques en situation hormonosensible. Donc, en petit rappel, on est passé en très peu de temps, les intervalles ne sont pas proportionnels sur la slide, mais d'une déprivation androgénique seule à des doublets avec des inhibiteurs de la voie du récepteur aux androgènes, au triplet, notamment pour les patients métastatiques de novo et de haut volume, associant la double hormonothérapie et la chimiothérapie. Et par contre, donc des traitements qui ne sont pas ciblés, en tout cas uniquement sur le caractère des novos, le volume, l'agressivité de la maladie au départ. Et donc, on a eu, dans le bon sens, c'est mieux. Donc, la question pour les patients qui ont des altérations de la recombinaison homologue et notamment des mutations BRCA. Donc, vous voyez, ça, c'est des données publiées l'année dernière. Ils représentent jusqu'à un bon tiers des malades. Ils ont un pronostic beaucoup plus défavorable que les patients non mutés et les BRCA encore plus défavorables que les patients HRR non BRCA. Donc, la nécessité d'avoir un traitement plus personnalisé, éventuellement une phase plus précoce de la maladie, étant donné que leur présentation est souvent en plus métastatique de novo. Donc, on avait déjà des approbations et des essais pour les PARP en situation de résistance à la castration, seul ou en association avec les ARPI, mais en situation de sensibilité à la castration, donc des données présentées par l'étude donc Amplitude, qui était une association niraparib, acétate d'abiraterone et prednisone, pour des patients donc sélectionnés, mutés HRR, donc BRCA essentiellement, ils représentaient un peu plus de la moitié des malades, métastatiques la majorité des nouveaux, et ils pouvaient avoir reçu du docétaxel au préalable. Donc des patients relativement jeunes avec des maladies agressives métastatiques synchrones pour l'immense majorité des cas, avec donc l'objectif principal, la survie sans progression radiologique, un net bénéfice notamment chez les patients BRCA mutés avec un hazard ratio à 0,52, largement significatif, et aussi pour les autres patients mutés. C'était reproductible, même si pas statistiquement significatif pour l'ensemble des sous-groupes, et encore une fois, notamment les métastatiques de novo non préexposés à un quelconque traitement. Pareil, un retardement du temps à la progression symptomatique, encore une fois, beaucoup plus marqué chez les patients mutés BRCA1 et 2 que chez les patients présentant d'autres altérations de la recombinaison homologue. Et donc, bien sûr, les données sont immatures, mais une tendance qui se dessine en survie globale et encore une fois beaucoup plus marquée pour les patients BRCA. Slide suivante. Je crois que ça va fonctionner. Donc, les analyses en sous-groupe aussi par altération moléculaire montrent que c'est vraiment les patients BRCA qui tirent le bénéfice, avec Check 2 et CDK12 juste derrière. Donc, si on compare aux données qui ont été présentées cette année en poster de TALAPRO2, donc cette fois en situation de résistance à la castration, on retrouve essentiellement la même tendance. Encore une fois, c'est des petits effectifs en dehors de BRCA, donc un peu difficile à interpréter, mais globalement, la même tendance. Et donc, à noter que les patients qui avaient le placebo et pas l'inhibiteur de PARP recevaient quand même pour plus d'un tiers d'entre eux un PARP ensuite. Donc, ça rend les résultats encore plus significatifs. Donc, la séquence semble vraiment avoir son importance chez ces patients. En termes de toxicité, donc toxicité attendue, qui sont celles à la fois de l'ARPI choisie et de l'inhibiteur de PARP, mais sans nouveau signal, et a priori sans signal franchement cumulatif entre les deux molécules. Donc, on attend un autre essai dans cette même situation, TALAPRO3, avec cette fois l'association enzalutamide et talazoparib. Donc maintenant, en situation de résistance à la castration, donc un petit récapitulatif des traitements qu'on a à l'heure actuelle avec un bénéfice en survie globale, donc les taxanes, docétaxel, cabazitaxel, les inhibiteurs de la voie du récepteur aux androgènes, surtout pour les patients qui n'y ont pas été exposés en phase de sensibilité à la castration, et les traitements en médecine nucléaire, le radium-223, le lutécium, PSMA, les inhibiteurs de PARP pour des patients sélectionnés essentiellement. Donc les données que nous avons eues, comment ça marche? Voilà. Hop.
Donc c'est une autre association. On avait eu à l'ESMO les données de l'essai Peace-Free d'une association Radium 223 avec cette fois un inhibiteur de la voie du récepteur aux androgènes avec l'enzalutamide, mais des données un peu difficiles à extrapoler dans notre pratique actuelle avec la majorité des patients qui sont exposés aux ARPI dès la phase d'hormonosensibilité. Là, on est sur une association avec l'olaparib chez tous les patients, donc pas de patients sélectionnés sur les altérations BRCA ou HRR, sur la base d'un effet synergique, notamment sur l'association des cassures double brin de l'ADN induites par le radium et l'impossibilité de les réparer en association avec l'inhibiteur de PARP. Aussi, un freinage du cycle cellulaire qui entraîne une plus grande radiosensibilité. Donc, en tout cas, un rationnel fort pour non seulement un effet additif, mais synergique de ces deux molécules, y compris chez des patients non mutés. Donc, c'était une phase 1-2 avec une première partie détermination de la dose et réduction notamment de l'inhibiteur de PARP pour une tolérance hématologique meilleure, parce que pour le coup, c'est une toxicité vraiment cumulative et commune aux deux molécules. Avec donc des patients qui étaient pré-traités par la majorité hormonothérapie, chimiothérapie. Et bien sûr, c'est nécessaire de le rappeler, quasiment tous étaient bien sous agents antirésorptifs osseux en situation de résistance à la castration, indispensable. Et donc cet essai était positif en RPFS avec un hazard ratio à 0,47, donc encore une fois une population non sélectionnée. Donc ensuite, quelques analyses en sous-groupe. Donc les patients n'ayant pas reçu de chimiothérapie au préalable semblent vraiment plus en bénéficier. Et également des patients qui ont un volume métastatique relativement faible en métastase osseuse. Je ne l'ai pas redit au début, mais c'est vraiment la population du radium dans cette étude, c'est-à-dire des patients avec une maladie osseuse exclusive ou en tout cas ganglionnaire de faible volume et bien sûr pas d'atteinte viscérale. En termes de toxicité, donc un peu plus de toxicité hématologique dans l'association. Donc ça, c'est quelque chose d'attendu, mais qu'on a l'habitude de gérer avec les deux agents en monothérapie. Donc pas un challenge insurmontable en pratique. Et donc était adossé à cet essai des analyses biologiques. Et donc notamment, on retrouve a posteriori quand même qu'un certain nombre de patients avaient des altérations HRR et notamment BRCA qui les rendaient plus sensibles à cette association. Et il y avait aussi des données d'ADN tumoral circulant qui peuvent être utiles, mais un peu difficiles à extrapoler. Donc là, je vous cite juste cet essai parce que, surtout pour ceux qui regarderont la vidéo a posteriori, il sera présenté par le docteur Baldini en détail, qui l'a présenté directement à l'ASCO. Donc, c'est pour donc, les nouvelles cibles en phase de résistance à la castration, avec un bispécifique anti-kallikrein 2 et ciblant CD3. Donc, je ne vais pas vous le détailler. Et donc, le dernier essai que je voulais vous présenter, une autre cible, un anticorps conjugué, cette fois qui cible B7H3. Donc, B7H3, c'est une protéine de surface immunomodulatrice qu'on retrouve beaucoup exprimée dans les cancers de prostate métastatiques et notamment en situation de résistance à la castration avec donc un cytotoxique associé qui est un inhibiteur de topo1 et des résultats qui étaient très encourageants. Slide suivante, parce que ça bug. Voilà, c'est deux d'un coup ou rien. Voilà. Donc, il y avait deux niveaux de dose qui étaient testés, 6 mg kg et 9 mg kg. Bon, sur le design, on ne va pas y arriver, c'est pas grave. Donc, en tout cas, c'était des patients qui étaient très, très lourdement pré-traités, qui avaient reçu en médiane 5 lignes de traitement préalable, toutes les chimiothérapies, le PSMA, lutécium, ils avaient vraiment reçu beaucoup de traitements. Et pourtant, on retrouve dans cette situation un taux de réponse très intéressant de plus de 40%, qui augmente un peu avec l'augmentation de dose, mais au prix quand même d'une toxicité qui est non négligeable, mais un très beau signal pour un anticorps conjugué dans le cancer de la prostate chez des patients qui vraiment n'ont pas d'alternative intéressante à l'heure actuelle dans l'arsenal thérapeutique. À noter que beaucoup avaient des métastases viscérales et notamment des métastases hépatiques qui sont justement les formes qui échappent le plus aux thérapeutiques actuelles en situation de résistance à la castration. Donc vraiment quelque chose de très très intéressant avec une toxicité qui reste acceptable à 6 mg kg, essentiellement une toxicité hématologique et digestive. Donc, en résumé, un intérêt des inhibiteurs de PARP au plus tôt pour des patients sélectionnés, en association idéalement, la nécessité de tester donc les patients encore plus tôt que ce qui était fait jusque-là, et pour les maladies résistantes à la castration, des nouvelles cibles et des nouvelles molécules avec des immunothérapies plus modernes. On sait que les inhibiteurs de checkpoint chez des patients non sélectionnés n'ont pas eu de résultats concluants, mais une nouvelle forme d'hormonothérapie, d'immunothérapie sont vraiment intéressantes dans cette situation. Merci beaucoup, Natacha. La bonne nouvelle, je pense, vient de ce que tu viens de montrer concernant la tolérance. Deux cibles qu'on connaissait déjà, kallikrein 2, connu depuis 20 ans honnêtement, mais validé formellement l'an dernier avec un anticorps associé à l'actinium qui était malheureusement un peu toxique.
Et puis B7H3, qui a déjà été une cible pour le traitement avec le médicament de Macrogénix il y a quelques années, avec là encore clairement une efficacité, mais une tolérance qui était compliquée, avec en particulier des épanchements pleuraux et d'autres toxicités significatives qui font que le développement de ce médicament est resté en suspens. Et là, d'un coup d'un seul, on a ces mêmes cibles, avec 2 médicaments bien mieux tolérés, celui de J&J concernant la kallikrein 2 avec un bispécifique, et puis, tu viens de le montrer à l'instant, l'ADC de Daiichi, qui paraît quand même bien mieux toléré, même si c'est toujours difficile de comparer les médicaments sans études randomisées. Donc je crois que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, puisqu'on garde le même degré, ou à peu près le même degré d'efficacité, mais avec un niveau de tolérance qui fait qu'on sera probablement plus à l'aise pour développer ces médicaments. S'il n'y a pas d'autres questions sur le cancer de la prostate, je vous propose qu'on parle du cancer du rein et du cancer de la vessie avec Ronan. Eh bien, c'est parti. Donc, d'abord, le cancer urothélial. Alors, surtout, un potentiel changement de pratique dans le cancer urothélial n'infiltrant pas le muscle vésical. Donc, c'est vraiment la nouveauté de ces 2 derniers mois. Et puis, des données que j'ai jugées intéressantes en situation infiltrant le muscle vésical avec le ctDNA et puis en situation métastatique avec la double immunothérapie. Alors, je commence, si le pointeur le veut, avec l'étude du sasanlimab. Alors, l'étude du sasanlimab, c'est un anti-PD1 par voie sous-cutanée et un anti-PD1 qui va être administré dans cet essai de phase 3, en plus du BCG induction plus maintenance. Et il y avait donc 2 bras contrôle, un avec simplement du BCG induction plus maintenance, et puis un bras un petit peu entre les deux où on essayait de se débarrasser de la maintenance et on gardait le sasanlimab pour avoir un traitement par BCG un petit peu plus court. Les premiers résultats de cette étude avaient été présentés au congrès de l'AUA il y a 1 mois et demi. Alors forcément, les oncologues médicaux ne l'ont pas tous vu passer. Le critère de jugement principal, c'était l'EFS dans ces cancers de la vessie infiltrant pas le muscle vésical à haut risque, donc des carcinomes in situ, des T1, et puis des TA de haut grade qui sont quand même des entités beaucoup plus rares. Je rappelle les principaux résultats de cette étude. C'était une étude positive, la première avec les anti-PD1 dans ces cancers de la vessie qui sont globalement de bien meilleurs pronostics que ceux dont on a l'habitude de traiter en oncologie médicale, les infiltrants le muscle. Et vous voyez quand même un bénéfice franc sur le Kaplan-Meier de gauche en EFS avec l'adjonction de sasanlimab à l'induction et à la maintenance de BCG versus induction et maintenance de BCG seul. La particularité, attention, ce que vous voyez à droite, c'est que si on ne fait pas la maintenance de BCG, même si on ajoute le sasanlimab, on n'est pas aussi bon que même avec le simple BCG. Donc attention, ça ne va pas remplacer cette immunothérapie antédiluvienne qui est le BCG, ça va la complémenter, ces anti-PD1. À cet ASCO, donc, ont été présentés des données de sous-groupes qui permettent de confirmer que l'effet se retrouve dans tous les sous-groupes, et en particulier les sous-groupes les plus agressifs que sont les T1 et puis les carcinomes in situ que vous voyez ici. Alors bien sûr, attention, on est sur des maladies qui guérissent dans la plupart des cas, donc on est dans une situation bien différente des tumeurs vésicales infiltrant le muscle très agressives, a fortiori quand elles sont métastatiques. Donc ça veut dire que sur ces anti-PD1, il faudra bien peser la balance bénéfice-risque, notamment des effets secondaires avec les malades. Ce n'est qu'un essai parmi plusieurs. Alors, diapo suivante, puisque vous voyez ici 3 essais en développement. Potomac qui pose à peu près la même question avec le durvalumab. Potomac avec un press release il y a quelques semaines qui dit que l'essai est positif, là aussi, en EFS. On attend avec impatience l'essai français Alban, celui-ci avec l'atezolizumab. Et puis, dans cette même indication, mais avec une philosophie un petit peu différente, Sunrise 3 qui évalue de la chimiothérapie intravésicale par gemcitabine délivrée avec le TAR, qui est un petit dispositif qui permet de diffuser sur 3 mois ces produits-là et qui, là aussi, semble rentrer dans le jeu, en particulier avec une association avec le cetrelimab, qui est le bras du milieu que vous voyez ici, qui est également un anti-PD1. Donc finalement, les oncologues vont probablement rentrer dans la danse des tumeurs vésicales non infiltrant le muscle et on sera donc sur un domaine de développement qui va enfin s'avérer assez novateur et prometteur. Si on passe sur les stades plus avancés, les tumeurs vésicales infiltrant le muscle localisées, je fais un petit mot sur l'étude du ctDNA dans Niagara, tout simplement parce que le ctDNA est considéré comme un biomarqueur très prometteur au point même qu'on se demande si on peut se passer de certains traitements complémentaires en périopératoire chez les patients qui n'ont pas de ctDNA circulant, et ça veut dire, dans l'hypothèse, peut-être pas de métastase.
En fait, Niagara, c'était cette étude récente qui a été présentée à l'ESMO qui avait montré que d'adjoindre le durvalumab en néoadjuvant puis en adjuvant à la chimiothérapie de référence par cisplatine gemcitabine permettait d'augmenter les événements de progression et les événements de survie globale. Et donc cet essai simplement montre que même si le ctDNA est effectivement pronostic, eh bien qu'il soit dosé avant la séquence de traitement ou qu'il soit dosé juste après la chirurgie et juste avant donc le traitement adjuvant, eh bien finalement, même s'il est pronostic, il ne dispense pas du durvalumab parce que vous voyez un bénéfice qui se maintient de l'immunothérapie dans la séquence, quel que soit le statut ctDNA. Alors bien sûr, hein, on pourra toujours arguer qu'on ne connaît pas trop la part respective du préopératoire, du post-opératoire. Il y a beaucoup de questions, c'est une analyse seulement exploratoire. On en saura plus avec des essais cliniques dédiés, notamment IMvigor 011, qui évalue justement l'intérêt d'atezolizumab adjuvant, mais seulement chez les patients ctDNA positifs. Donc ça, ce sera un vrai essai basé dès le début sur les biomarqueurs. Alors, enfin, et je voulais souligner un essai qui me paraissait intéressant, c'était l'essai CheckMate 901. On avait eu déjà des résultats sur les patients cisplatine éligibles où le design était cisplat-gem versus cisplat-gem niveau où le niveau faisait mieux. Bien sûr, il est arrivé en même temps que pembrolizumab enfortumab, donc forcément, il a été un peu éclipsé par ce nouveau standard. Mais cet essai, il y avait également d'autres bras, en particulier pour les patients non éligibles au cisplatine. Et pour ces patients non éligibles, on randomisait de la chimio classique par carbogem sur les patients métastatiques versus niveau IPI. Donc cette fois-ci, c'était assez ambitieux puisque l'idée était de détrôner la chimiothérapie et de proposer des réponses potentiellement longues sur ces patients traités par double immuno. Alors ce qu'on voit, c'est que cet essai n'a pas rempli son contrat, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bénéfice significatif en survie globale, même chez les patients PDL1+. Mais ce que j'ai trouvé quand même intéressant, même si probablement que cette association ne pourra pas avoir sa place en termes d'approbation réglementaire, c'est que vous voyez quand même un plateau dans la population générale avec 25% des patients qui étaient longs survivants. Le message important sur niveau IPI, c'est que malgré ce plateau à distance, eh bien, en ce qui concerne les médianes de survie globale, les médianes de survie sans progression, par rapport à ce qu'on avait dans un essai concurrent, c'est toujours difficile de comparer, mais on est malgré tout un peu moins bien que sur Pembro enfortumab vedotin. C'est pareil pour la durée de réponse, elle est très longue avec niveau IPI, mais on a une médiane d'environ une trentaine de mois en termes de durée de réponse, alors qu'elle n'est pas atteinte avec pembrolizumab enfortumab. Donc là encore, on a un critère de jugement principal qui n'est pas atteint, et malgré des données de queue de comète et de plateau qui sont assez prometteuses, qui montrent que potentiellement il y a des patients qui ont un bénéfice de cette association-là, ce sera probablement un petit peu difficile de la faire en clinique. Pour le coup, pour rebondir là-dessus, en termes de tolérance, sachant qu'on attend, j'imagine, un profil de tolérance plus simple que EV-Pembro, est-ce que tu penses qu'on pourra avoir finalement deux standards en fonction du profil fit-unfit des patients ? Alors c'est une très bonne question. Alors effectivement, déjà les patients d'essais thérapeutiques dans la VSI sont en bien meilleur état général que les patients lambda qui sont souvent très comorbides, d'une part. D'autre part, il faut savoir que le régime qui a été proposé là était niveau 1 IPI3, pas tout à fait le même que celui dans le rein, et donc avec un profil de toxicité potentiellement un petit peu plus rock'n'roll, y compris chez les patients unfit. Donc vraiment, il faudra se méfier. Et donc aujourd'hui, avec l'absence de critères de jugement principal qui est réellement atteint et donc de possibilité d'accès, ça me paraît malgré tout difficile, malgré le fait qu'on aurait peut-être envie chez certains patients de faire un petit peu notre cuisine si les médicaments étaient tous gratuits et facilement accessibles. Bon, c'est bien, c'est un petit test pour le acapella. Donc je vous rappelle les take-home messages pour les urothélios. Sûrement le probable changement de standard avec l'arrivée des anti-PD1 dans la tumeur non infiltrant le muscle, BCG naïve, en complément du BCG induction plus maintenance. C'est vraiment le seul message à retenir sur les cancers de vessie non infiltrant le muscle à haut risque. Et vraiment, on parle beaucoup du ctDNA. Aujourd'hui, on n'est pas complètement sûr qu'on peut se départir des stratégies optimales, même en dosant le ctDNA. Donc, il va nous falloir des essais prospectifs là-dessus. Ils arrivent et on va les voir dans les prochaines années. La suite, c'est le cancer du rein. Et le cancer du rein, ça tombe bien parce qu'il n'y a eu pas de grands essais de phase 3, donc c'était pour vous parler un petit peu d'innovation, de nouvelles molécules, dont une qui m'a tapé dans l'œil, qui est un Carticel, et puis de nouveaux anti-VEGFR et de nouveaux anti-IF. Bon alors, je vais vous parler un peu des principes des CAR-T.
Parce que c'est le plus important et je pense qu'en termes de principe, ça nécessite pas forcément d'illustration. Les CAR-T, vous savez, c'est des cellules T modifiées qui vont attaquer donc les cellules tumorales. Et c'est aussi une thérapie entre guillemets ciblée puisqu'on va leur greffer un récepteur qui va cibler un épitope de surface des cellules tumorales. Les CAR-T, souvent, c'est un petit peu compliqué à manier parce qu'il faut faire une lymphodéplétion, d'une part, pour justement préparer le patient, laisser un petit peu d'espace dans la tumeur pour que les CAR-T puissent s'implanter. Et puis, vous avez des étapes un petit peu compliquées à réaliser parce que la plupart des CAR-T, il faut faire des prélèvements périphériques, faire une cytaphérèse, recueillir les lymphocytes T du donneur, enfin du patient, les transformer in vitro, les expandre et les réinjecter au patient. C'est un processus qui prend 1 à 2 mois et c'est un processus qui est justement un petit peu à risque chez des patients déjà fragiles et chez des patients qui sont très avancés dans la maladie où on va avoir un temps sans traitement qui va être prolongé. Là, ce qui est intéressant d'un point de vue développement, en particulier en cancer du rein, c'est qu'il y a plusieurs laboratoires pharmaceutiques, dont Allogene qui présente le produit qui est là, et puis d'autres grosses boîtes pharmaceutiques. Donc, il y a une mise au point de CAR-T qui sont des CAR-T allogéniques. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de cytaphérèse, il n'y a pas besoin de temps de transformation. On va en fait avoir des lymphocytes T que l'on va, entre guillemets, génériquer, c'est-à-dire qu'on va leur enlever des récepteurs, notamment HLA, qui vont leur empêcher d'être reconnus et donc d'avoir une réaction de l'autre contre le greffon ou inversement, et donc qui permet de s'affranchir de ces étapes de cytaphérèse, de ce temps de préparation, de ce temps justement d'expansion et de réinjection. Et donc ça veut dire qu'on gagne du temps et ça veut dire qu'on a un produit qui est authentiquement disponible d'emblée pour le patient. Il faut toujours faire en fonction du produit une lymphodéplétion pour faire de la place pour les lymphocytes T, mais en tout cas, on peut les avoir en quelques jours et traiter les patients en quelques jours. Jusque-là, on a eu un produit de CRISPR Therapeutics dans le cancer du rein qui a montré des taux de réponse extrêmement faibles, mais avec une petite lueur d'espoir, c'est que la seule réponse qu'on avait observée dans cet essai de phase 1 était une réponse complète extrêmement prolongée. Et puis depuis, eh bien, il y a de l'amélioration, c'est ce que vous allez voir avec les super waterfall plots et spider plots de l'essai d'Allogene dès lors que le réseau se remet. Tu veux donner le taux de réponse et la durée de réponse? Oui, bah on peut on peut y aller. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un CAR-T dirigé contre CD70 et il faut voir que le taux de réponse a été essentiellement présenté dans la population CD70 positive qui représentait à peu près 2/3 des patients. Donc, sur ces 2/3 de patients qui exprimaient fortement CD70, le taux de réponse était d'environ 35%. Donc, d'une part, pour des CAR-T en tumeur solide, c'est quand même largement mieux que ce qu'on avait observé jusque-là où les taux de réponse étaient de l'ordre de 10%. Mais surtout, on a des réponses et des stabilisations, même pour les patients stables, qui sont prolongées. Et on ne voit pas de rebond de la maladie extrêmement rapide. Alors bien sûr, c'est un essai de phase 1, ça veut dire un suivi médian qui était de l'ordre de 6 mois, mais réellement des patients qui sont vraiment contrôlés sur 6 mois et dans des situations extrêmement lourdement pré-traitées. Et donc, bien sûr, c'est de la phase 1, bien sûr, il faut du suivi, bien sûr, il faut affiner, bien sûr, il faudra avoir une vision un petit peu large des effets secondaires et notamment des manifestations inflammatoires de type relargage cytokinique. Mais en tout cas, ça montre que l'immunothérapie va aller au-delà des anti-PD1 dans le cancer du rein. Ça, c'est assez clair. Est-ce qu'il y avait d'autres messages, au moins semi-importants, parmi les essais précoces que tu mentionnais dans le cancer du rein? Des messages pour dire que les nouvelles immunothérapies, c'est vraisemblablement les CAR-T, ça c'est clair. Faut savoir, c'est juste de manière générale un commentaire, que certains bispécifiques sont également en évaluation et qu'à l'ASCO, on a eu également des avancées sur les thérapies ciblées puisque vous avez encore des nouveaux anti-VEGFR en développement. C'est le cas du zanzalintinib qui est développé par Exelixis, qui est la maison mère du cabozantinib, qui se veut une alternative que l'on espère aussi, voire plus efficace et potentiellement mieux tolérée, avec une demi-vie un peu plus courte qui nous permet un maniement un peu plus facile. On a eu des données de phase 1 qui sont intéressantes. C'était même de la phase 1-2 en première ligne en association avec le nivolumab ainsi qu'un anti-LAG3, le relatlimab. Alors, le LAG3 n'apportait pas grand-chose, mais l'association avec le nivolumab, eh bien, sur cette phase 1-2 était plutôt bien tolérée et puis avec des données de survie qui étaient à peu près dans les clous de ce qu'on observait avec les associations anti-PD1 et TKI de première ligne.
il faudra des données clairement confirmatoires et il faudra surtout montrer que cet agent fait mieux en termes d'efficacité et de tolérance que les TKI qu'on a déjà là. Et puis sur les et les anti-IF, eh bien, on a pas mal entendu parler du belzutifan, hein, avec les développements qui ont été largement présentés, en particulier par Laurence Albigès ici, où on a une approbation EMA en situation réfractaire, donc dans le cancer du rein à cellules claires. Et puis aujourd'hui, des développements en combo, eh bien, il faut simplement savoir que le belzutifan n'est pas tout seul. Il est rejoint par plusieurs autres composés comme le casdatifan, hein, qui est actuellement en développement. Le laboratoire pharmaceutique s'appelle Arcus. Et là aussi, on est sur un profil de tolérance qui est plutôt bon et donc des développements en combo, en particulier avec les TKI. Là aussi, c'est de la phase 1-2, mais on voit qu'il y a des taux de réponse qui sont tout à fait majeurs et des réponses potentiellement longues. Là encore, des données confirmatoires seront importantes, mais c'est simplement pour dire que le milieu a tendance à bouger, a tendance à s'étoffer avec de la concurrence industrielle qui va probablement être assez positive à terme pour les patients. Merci beaucoup. Merci à tous les deux encore.